Bonsoir, bienvenue à tous. Bienvenue à cette formation CCATM. On aurait dû se retrouver ensemble. Évidemment, les circonstances font que ce n'est pas possible. On va le faire via Zoom. Vous verrez, ça va fonctionner très bien. Avant de commencer, je tiens à remercier la Wallonie et la province du Brabant wallon qui nous permettent d'organiser nos activités. Je remercie aussi mes collègues et particulièrement Karima qui est avec nous via les ondes pour nous aider à réaliser cette formation. Donc cette formation sera enregistrée et si la qualité est suffisamment bonne, nous allons la diffuser sur notre site internet. Vous pouvez couper votre caméra si vous le souhaitez ou la laisser, c'est comme vous le préférez. Alors il y aura des moments prévus pour les questions. Et à ce moment-là, on reviendra, j'arrêterai le partage d'écran, on prendra le temps de poser les questions et puis on recommencera. Donc, quels sont les objectifs de cette soirée? L'objectif, c'est de faire connaissance et de vous présenter la Maison de l'urbanisme du Brabant wallon, de vous former aux missions et au rôle de la CCATM et d'essayer de vous initier au CODT, donc au Code du développement territorial. Dans une moindre mesure, on va essayer de savoir si vous avez des besoins de formation. Alors, voici le plan de la séance. Donc d'abord, on va se concentrer sur les missions et le rôle de la CCATM. Ensuite, on va explorer le CODT. On va voir dans le CODT comment doit fonctionner la CCATM, quelle est sa structure, quelles sont les autorités compétentes dans la délivrance des autorisations urbanistiques, les fameux outils de l'aménagement du territoire, qui sont les documents de référence, enfin la participation et le rôle des CCAT. On terminera par un petit tour des ressources disponibles pour vous et enfin une grille de lecture des projets. Alors, la Maison de l'Urbanisme, si vous ne nous connaissez pas, nous avons pour mission d'informer, de sensibiliser, de former le public le plus large possible aux enjeux de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme pour favoriser la participation citoyenne. Vous avez ici sur votre droite une capture d'écran de notre site internet. Et si vous allez sur notre site internet, vous allez voir qu'il y a un petit onglet Espace Pro. Si vous cliquez là-dessus, vous allez voir apparaître CCATM. Mais tout ce qui vous concerne se trouve là. Mais vous pouvez faire encore d'autres choses, comme par exemple aller chercher Espace Vie, qui est notre bimestriel. Alors, comment faisons-nous pour sensibiliser le public le plus large possible aux enjeux du territoire, de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme? Eh bien, on organise des midis et des soirées de l'urbanisme, qui sont des conférences-débats, des visites guidées, des ateliers citoyens, des sensibilisations, des animations dans les écoles principalement primaires, mais aussi début du secondaire. On a des actions de sensibilisation dans l'espace public, des formations pour des échevins, pour les services urbanisme, pour vous, les CATM, et alors notre revue Espace Vie et son blog, et donc qui paraît 6 fois par an. L'abonnement à Espace Vie est tout à fait gratuit. Voilà pour nous. Alors, mission et rôle de la CCATM. Alors, la CCATM, c'est la commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité. Donc, en fait, on pourrait dire la CCCATM. Bien souvent, on va parler de commission communale. Hein, pour en parler, c'est comme ça que le CODT désigne la CCATM. Alors, quel est le champ d'action de la CCATM? Eh bien, c'est l'aménagement du territoire. Donc, l'aménagement du territoire, c'est vraiment l'échelle du village, l'échelle de la commune, l'échelle vraiment d'un territoire, les vues paysagères, le quartier, les besoins locaux. Et puis, l'urbanisme, c'est une échelle qui est un petit peu plus réduite, c'est l'échelle, je dirais, de la rue. Donc, des relations du bâtiment, du projet par rapport à son environnement direct. Et enfin, l'architecture, et donc là, il s'agit effectivement d'un bâtiment en particulier. Alors, l'aménagement du territoire, c'est comme un entonnoir qui prend ces 3 dimensions, aménagement du territoire, urbanisme, architecture. Mais en tant que membre de CCAT, vous avez aussi la mobilité, donc la mobilité qui doit être comprise comme la manière de se déplacer, mais aussi l'espace public, donc les chemins, les rues, les places. Hein. Il n'y a pas que la manière dont on se déplace, il y a aussi la dimension espace public. Alors, la CCATM, donc, c'est une commission, vous le savez, qui est constituée d'habitants de la commune. Et elle rend au collège communal des avis consultatifs sur des dossiers qui touchent à des questions d'aménagement du territoire, d'urbanisme, de mobilité. Et ces questions concernent les enjeux sociaux, économiques, patrimoniaux, environnementaux, d'énergie, de mobilité.
Ces enjeux, vous les reconnaissez parce que quand vous avez posté votre candidature, eh bien, vous avez dû dire pour quels enjeux vous posiez votre candidature. Si c'était pour représenter les intérêts sociaux, les intérêts patrimoniaux, environnementaux, bref, un de ces 6 grandes thématiques. Alors, la CCATM, à quoi sert-elle? On l'a déjà dit, vous rendez des avis consultatifs et donc vous êtes une aide à la réflexion et à la décision dans les dossiers importants. Pour la rédaction aussi de documents stratégiques. Les documents stratégiques, ce sont les outils dont je parlerai en fin de présentation. La CCATM, c'est un organe de participation citoyenne. Donc, vous offrez une place à la vie des citoyens. Vous partagez votre expertise qui est due à votre usage du territoire. Vous servez l'intérêt général. Ça, c'est important. Même si vous êtes représentant CCATM, vous habitez un des villages qui constituent votre commune, vous devez avoir en tête le bien de l'entièreté de la commune. C'est l'idée à défendre. Et alors, la CCATM, c'est une des conditions pour permettre à la commune de statuer sur une partie des permis d'urbanisme sans l'avis préalable du fonctionnaire délégué. C'est ce qu'on appelle le régime de décentralisation. Pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est qu'un fonctionnaire délégué, eh bien, les fonctionnaires délégués sont les représentants de l'administration de la Wallonie qui sont délégués dans les différentes provinces de Wallonie. Et en Brabant wallon, on a une fonctionnaire déléguée, c'est Nathalie Smous. Et donc, ils sont chargés de représenter l'administration dans les différentes provinces et donc de s'assurer aussi au bon suivi de la loi, de statuer sur certains types de permis en fonction de leur importance. La CCATM devrait nous permettre d'éviter ceci ou encore cela. Alors comment? Eh bien, vous allez rédiger des avis motivés qui vont éclairer l'autorité communale. Des avis motivés, c'est important d'y faire attention, c'est-à-dire qu'il va falloir argumenter quand vous allez répondre, donner vos avis, et argumenter en vous servant des connaissances que vous avez, en vous servant de votre connaissance du terrain, en vous servant de vos connaissances des éventuels outils qui sont en application dans votre commune. Et votre rôle, votre fonctionnement sont inscrits dans le Code du développement territorial. Alors, on va entrer dans le Code du développement territorial et on va commencer, pour y entrer, par d'abord voir ce que dit le Code du développement territorial sur le fonctionnement, la création des CCATM. Mais avant ça, je ne résiste pas et je vous lis le tout premier article du Code du développement territorial. Que dit le premier article du Code été, qui est vraiment le menu et qui est vraiment finalement ce qu'on va devoir suivre en fait pour faire du développement territorial en Wallonie. Donc, selon le Code du développement territorial, le territoire de la Wallonie est un patrimoine commun de ses habitants. L'objectif du Code du développement territorial est d'assurer un développement durable et attractif du territoire. Ce développement rencontre ou anticipe de façon équilibrée les besoins sociaux, économiques, démographiques, énergétiques, patrimoniaux, environnementaux et de mobilité de la collectivité, en tenant compte sans discrimination des dynamiques et des spécificités territoriales ainsi que de la cohésion sociale. Donc vous voyez, on retrouve déjà les fameux intérêts que vous avez dû choisir pour dire tiens, moi je me présente en CCAT pour représenter tel ou tel intérêt. Je poursuis avec le deuxième paragraphe. La région, les communes et les autres autorités publiques, chacune dans le cadre de ses compétences et en coordination avec la région, sont acteurs, gestionnaires et garantes de ce développement. À cette fin, elles élaborent des outils d'aménagement du territoire et d'urbanisme. Les habitants, les acteurs publics, les acteurs privés, contribuent au développement durable et attractif du territoire par leur participation à l'élaboration de ces outils, par le développement des projets et par les avis qu'ils émettent. Et on retrouve donc le rôle des CCATM dans cette participation. Alors, comment ça fonctionne une CCAT? Eh bien, vous le savez, il y a eu les élections communales. Le conseil communal peut ou pas décider d'établir ou de renouveler une CCATM et adopte son règlement d'ordre intérieur.
Le gouvernement wallon approuve la composition de la CCATM et son règlement d'ordre intérieur. Cette année, ça a été un petit peu compliqué parce qu'il y avait en plus des critères à respecter. Et ensuite, une fois que la CCAT est installée, eh bien, elle doit rendre des avis qui peuvent être des avis obligatoires dans les cas prévus par le Code été, des avis non obligatoires demandés par le collège ou par le conseil communal sur tout dossier estimé pertinent, ou des avis d'initiative. Donc vous pouvez vous emparer d'un sujet en tant que CCATM. Alors de quoi est composée la CCAT? Eh bien, ça dépend du nombre d'habitants de la commune. Alors, le nombre d'habitants de la commune, si on a une commune de moins de 10 000 habitants, on aura 8 membres. Si on a une commune de plus de 10 000 habitants, entre 10 000 et 20 000, c'est 12 membres, et plus de 20 000 habitants, 16 membres. Dans cette composition donc, de cette CAT, il y a toujours 3/4 de citoyens qui sont candidats et 1/4 de citoyens qui siègent au conseil communal. Et dans ce quart communal, on doit respecter la proportion majorité-opposition. Donc elle doit refléter la composition du conseil communal. Chaque candidat doit être domicilié dans la commune, ou alors, s'il représente une association, eh bien, le siège de cette association doit être situé dans la commune. Donc l'ancrage territorial est important. La composition de la CCATM doit respecter toute une série de critères. Donc une représentation spécifique à la commune des fameux 6 intérêts dont j'ai déjà parlé, socio-économiques, patrimoniaux et tout cela. Une représentation géographique équilibrée, particulièrement la plupart de nos communes sont composées de plusieurs localités, il faut de l'équilibre là-dedans. Une répartition équilibrée des tranches d'âge de la population, une représentation équilibrée hommes-femmes, et alors le conseil communal choisit au moins un suppléant pour chaque effectif, et le suppléant représente évidemment les mêmes intérêts que l'effectif. Alors, c'est au moins un suppléant, ça veut dire qu'on peut avoir des CCAT avec plusieurs suppléants. Et dans ce cas-là, il faut vraiment vous référer au règlement d'ordre intérieur, le ROI, de votre CCAT pour savoir comment on répartit le travail dans ce cas. Alors, dans la composition de la CCAT, on a aussi un secrétaire qui est désigné par le collège communal. C'est un des membres de l'administration communale. On ne le considère pas comme membre de la CCAT. Il se trouve que c'est souvent le conseiller en aménagement du territoire. En tout cas, en Brabant wallon, c'est ce que je constate. Siègent aussi les échevins qui ont l'aménagement du territoire, l'urbanisme, la mobilité dans leurs attributions, mais ils ont une voix consultative seulement. Enfin, le conseiller en aménagement du territoire et urbanisme, lui, il siège avec voix consultative et il est chargé de donner au président et aux membres de la commission les informations techniques légales nécessaires. En plus, il prépare, il conseille les avis de la commission. Donc, si vous avez une question technique, quelque chose que vraiment vous ne comprenez pas, un point de la loi qui n'est pas clair, c'est vraiment la personne ressource pour vous qui en plus connaît vraiment bien votre commune. Alors, ça arrive, c'est assez rare, mais le ministre peut désigner un représentant avec voix consultative. Dans ce cas-là, c'est quand on a des communes de forte ampleur ou bien un éventuel enjeu régional sur votre commune. Alors, quelques petits points importants, et ça c'est important à savoir, il y a un nombre minimal de réunions par an en fonction du nombre de membres de votre CCATM, directement lié avec le nombre de membres, nombre d'habitants de votre commune. C'est important de tenir à l'œil ce calendrier parce que les subsides sont liés à ça, l'octroi de subsides. Alors, le président de la CCAT, il doit envoyer la convocation au moins 8 jours ouvrables avant la date fixée pour la réunion. Je ne l'ai pas dit et je ne l'ai pas écrit non plus, mais le président, normalement, il fait partie des candidats qui sont issus des habitants, donc pas du quart communal. Donc il y a le quart communal, les 3/4 de citoyens candidats. Le président, il ne peut pas siéger au conseil communal. Alors, le président donc, envoie la convocation au moins 8 jours ouvrables avant la date fixée pour la réunion, avec copie aux échevins et aux conseillers en aménagement du territoire. Alors, le suppléant peut être présent même si l'effectif est présent. Attention, c'est valable. Je sais qu'il y a des communes qui ont décidé d'avoir des premiers et des deuxièmes suppléants. Et donc, ça veut dire que pour une CCAT de 16 membres, potentiellement, on a 32 membres autour de la table. Et donc, les quelques communes que je connais qui ont la possibilité d'avoir des deuxièmes suppléants ont décidé que seul le premier suppléant
était présent en même temps que l'effectif. Je crois que c'est sage pour éviter de se retrouver à 48 ou 64 autour de la table, parce que pour se mettre d'accord, ce serait encore plus compliqué. Donc, mais ça, c'est dans le fameux ROI, règlement d'ordre intérieur. L'effectif prévient son suppléant en cas d'absence. Ça, c'est important. Il faut que on puisse savoir si on doit suivre un dossier ou pas, hein. C'est la base, évidemment. Alors, si un membre est concerné par un dossier, par exemple, il est l'architecte du dossier qui est présenté, ou il est le demandeur, eh bien, dans ce cas-là, il doit quitter la séance pendant les délibérations et le vote. Les délibérations et le vote éventuel sont secrets. Donc, d'une part, il faut respecter la confidentialité des données à caractère personnel, mais vous avez un devoir de réserve sur les débats lors d'une réunion CCATM. Il n'y a vraiment que l'avis et ses motivations et ses arguments qui sont écrits et transmis au collège et au conseil, qui sont publics. Le reste, la manière dont vous vous êtes parlé, ce que vous avez dit quand vous débattiez, ça, c'est confidentiel. Vous avez un devoir de réserve. C'est très important parce que si jamais on commence à avoir l'impression qu'il y a des fuites qui viennent de la CCATM, ça peut vraiment casser la confiance qu'il peut y avoir entre la commune et sa CCAT, et ça peut amener des gros problèmes. Donc faites attention, soyez prudents avec ça. Enfin, vous pouvez inviter un expert pour éclairer un point de dossier. Par exemple, s'il y a quelque chose qui concerne la nature, vous pouvez faire venir un bio-ingénieur pour avoir des informations supplémentaires, ou bien pour un gros projet, faire venir son architecte qui va présenter et ensuite quittera la séance. Alors, j'ai déjà parlé 2 fois de vote. Donc, dans une CCAT, l'idéal, c'est de réussir à se mettre d'accord sans avoir besoin d'un vote. On discute, on réfléchit, on arrive à un consensus, des arguments et on passe au dossier suivant. Parfois, ce n'est pas possible. Parfois, on a vraiment une partie de la CCATM qui pense noir et l'autre qui pense blanc. Et dans ce cas-là, il vaut mieux passer au vote, rédiger un avis et demander combien vote pour, combien vote contre. Et on note simplement le nombre de voix. Si jamais on a un nombre de voix qui est équivalent, la voix du président est prépondérante. Tout ça, c'est dans le ROI de nouveau, sauf la CCAT de Wavre, mais toutes les autres CCAT existent déjà depuis de nombreuses années, et donc les plus anciens peuvent vraiment vous guider par rapport à tout ça. Alors, le budget. Il y a un subside régional annuel sur base d'un dossier de demande. Ben justement, si la CCAT s'est réunie le nombre de fois requis avec plus de la moitié des membres. Plus de la moitié des membres votants, évidemment. Ce qui explique pourquoi parfois en décembre, dardard, on refait vite une réunion CCAT. Alors cette année avec le Covid, ça risque d'être un peu compliqué, mais je sais qu'il y a des CCAT qui fonctionnent avec Teams ou avec Zoom ou avec d'autres systèmes de vidéoconférence, donc ça reste possible. Il y a un jeton de présence de 12,50 € par membre effectif ou par suppléant quand l'effectif est absent. Le subside, il peut servir pour quoi? Pour suivre des formations, par exemple, pour faire venir un expert en séance, éventuellement organiser une visite de terrain en lien avec les enjeux de la commune. Voilà, des choses qui vont nourrir la CCAT. Et enfin, un rapport d'activité doit être rédigé et envoyé au gouvernement tous les 6 ans, au plus tard le 30 juin qui suit les élections communales. Donc d'abord, le fameux CODET. Alors, la structure du CODET, c'est quoi? C'est un décret qui contient 8 livres et un arrêté avec 8 livres. Les arrêtés, ce sont les règlements, c'est l'arrêté d'application, c'est ce que le gouvernement décide pour expliquer comment on va devoir appliquer la loi étant le décret. Alors, les 8 livres, eh bien, le premier livre, je viens d'en parler, sont les dispositions générales. Le deuxième livre, la planification, donc c'est essentiellement ce qui concerne le plan de secteur. Le troisième livre, les plans de secteur et les schémas, pardon. Le troisième livre, les guides d'urbanisme. Le quatrième, tout ce qui est autorisation urbanistique, donc permis, certificat d'urbanisme. Ensuite, le cinquième, l'aménagement du territoire et l'urbanisme opérationnel. Par exemple, tout ce qui concerne les friches industrielles, les sites à réaménager sera là-dedans. Le sixième, la politique foncière. Le septième, les infractions et sanctions. Et le huitième, la participation publique, évaluation des plans et programmes. Donc pour les CCAT, vous avez des infos intéressantes principalement dans le livre 1, 2, 3, 4
et 8, essentiellement. Mais il n'est pas nécessaire de lire toute la loi. Alors, ce qui est intéressant au niveau du code été, c'est qu'il y a une numérotation assez simple pour retrouver les différents articles. La grande lettre D pour décret, le chiffre romain pour le numéro du livre et le chiffre arabe pour le numéro de l'article, suivi simplement du paragraphe. Et pour l'arrêté d'application correspondant à l'article du décret, c'est la même numérotation avec un R pour règlement. Donc ça, c'est assez pratique. Anciennement, sous quatuple, la numérotation était continue. C'était parfois un peu compliqué de savoir se recoller les deux morceaux ensemble. Ici, c'est plus simple. Alors, quelles sont les autorités compétentes donc, pour ce qui concerne la délivrance d'un permis d'urbanisme? Bien, il y a 3 grands types d'autorités. Collège communal, fonctionnaire délégué, je vous expliquais tout à l'heure ce que c'était, enfin qui c'était plutôt, et le gouvernement wallon. Alors, le collège communal, dans les cas les plus simples, il va statuer sans avis du fonctionnaire délégué. Donc ça, ce sont pour les communes qui sont sous régime de décentralisation. Une des conditions, je vous l'ai dit, c'était d'avoir une CCAT, donc ce qui est le cas pour toutes vos communes, et ensuite d'avoir l'un ou l'autre outil de planification qui a été écrit par la commune. Donc ça, c'est dans les cas sans avis du fonctionnaire délégué, avec un avis simple du fonctionnaire délégué si jamais, par exemple, il y avait un écart par rapport à un des documents de référence de la commune. Dans ce cas-là, il faut l'avis simple du fonctionnaire délégué. Et avec avis conforme s'il y a une demande de dérogation. J'expliquerai par la suite ce que c'est qu'une dérogation, un écart. Alors, les permis qui nécessitent, pour lesquels c'est le fonctionnaire, enfin la fonctionnaire déléguée qui est compétente, ce sont les permis qui concernent une personne de droit public, des questions d'utilité publique, éventuellement plusieurs communes ou des activités à finalité d'intérêt général. Donc, je dirais pour les très gros permis, les gros projets, on va faire appel aux fonctionnaires délégués. Enfin, le gouvernement wallon, lui, va statuer sur les recours, que ce soit contre une décision du collège ou contre une décision du fonctionnaire délégué, et aussi pour tout ce qui est motif impérieux d'intérêt général. Principalement les grandes infrastructures de transport, notamment les plans de mobilité liés à la SNCB, les réseaux routiers européens, ce genre de choses. Alors, avec le code été, on a introduit la mécanique des délais de rigueur. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, le principe est relativement simple. Quand un demandeur vient déposer sa demande de permis au service urbanisme, les agents du service urbanisme ils ont 15 jours pour notifier si le dossier est complet ou pas. S'il est complet, il y a un compte à rebours qui se met en route. Et à partir de ce moment-là, il y a une série de dates butoirs en déant lequel, donc un délai en déant lequel on doit avoir rendu la décision. Si jamais le collège ne rend pas sa décision dans les temps, alors automatiquement il y a une saisine, le dossier est saisi par l'autorité supérieure, donc là par la fonctionnaire déléguée. Et puis, si la fonctionnaire déléguée ne remet pas non plus son avis dans les temps, enfin, sa décision dans les temps, le dossier est saisi par le gouvernement. Et après, on ne sait pas. Alors, pourquoi je vous raconte ça? Eh bien, parce que ça va amener une certaine pression sur les services urbanisme et donc indirectement une certaine pression sur les CCAT. Parfois, on va avoir vraiment besoin de votre avis dans un délai assez court et ça va faire que vous aurez parfois un peu plus de réunions dans certains cas. Après, jusqu'à présent, ça a l'air de bien se passer, hein, de ce que je peux entendre. Alors, on arrive à un morceau un petit peu plus gros, les outils du code été. Je sais que j'ai perdu déjà quelqu'un sur ce sujet-là au mois de juin. Donc, si jamais c'est pas clair, vous le dites dans la discussion et ma collègue Karima, elle m'envoie un petit SMS et je m'arrête et je pose la question s'il faut. Hein. Donc, vous n'hésitez pas. Alors, les outils, ce sont donc des documents de référence. Il y en a de 3 catégories, des plans, des guides et des schémas. Ils peuvent avoir 2 valeurs, soit la valeur indicative, soit la valeur réglementaire. Alors, indicatif, ça veut dire que c'est un objectif, que c'est quelque chose qu'on souhaite suivre. Réglementaire, c'est la loi, un point, c'est tout.
Et alors, il y a 4 portées géographiques, donc régionale, pluricommunale, communale ou locale. Si je mets tout ça en tableau, ça donne ceci. Alors, j'espère que vous voyez bien tout le tableau. Donc, si on regarde les plans, on voit qu'on a un seul plan, c'est le plan de secteur, qui a une portée régionale, et sa valeur, elle est réglementaire. C'est ce qui est écrit dans ma dernière colonne. Si on ne suit pas le plan de secteur, on doit demander une dérogation. Après, on a les schémas. Là, il y en a plus. Il y en a sur les 3 niveaux, 4 niveaux même géographiques. Premier schéma, c'est le schéma de développement du territoire. L'acronyme, c'est SDT. Et il a une valeur donc régionale. Le deuxième schéma, c'est le schéma pluricommunal, schéma de développement pluricommunal, valeur donc géographique pluricommunale, donc sur tout ou une partie du territoire de 2 communes attenantes. Enfin, on a le schéma de développement communal SDC qui, lui, est sur l'entièreté du territoire d'une commune. Et le schéma d'orientation locale, le SOL, qui, lui, porte sur une portion du territoire de la commune. Et ces 4 schémas ont tous une valeur indicative. Si jamais le demandeur ne veut pas les suivre, il doit demander un écart. Donc, on s'écarte d'un document à valeur indicative, on déroge éventuellement à un document à valeur réglementaire. Et puis la dernière ligne, ce sont les guides. Alors, les guides, ce sont les anciens règlements, pour faire simple. Mais maintenant, on ne peut plus dire règlement, vu qu'ils ont principalement une valeur indicative. Donc, le premier guide, c'est le guide régional d'urbanisme, l'acronyme GRU, qui, pour la plus grande partie, a une valeur indicative, mais il reste quand même quelques normes qui, elles, ont valeur réglementaire. C'est pour ça que je les ai mis en rouge. Il n'y a pas de guide pluricommunal, il y a un guide communal d'urbanisme, GCU. Et donc, je l'ai dit, valeur indicative, sauf la partie norme du guide régional d'urbanisme. Alors ça, ce petit dessin, il y a un de ces documents qui n'existe pas, un de ces acronymes qui n'existe pas au code été. C'est le GLU. C'est Pierre, dont je n'ai pas le nom de famille, qui a raison, c'est le GLU qui n'existe pas. PDS existe, c'est plan de secteur. On va parfois l'abréger comme ça. Mais effectivement, le GLU n'existe pas, c'est le guide communal d'urbanisme, c'est le GCU. Voilà, on va poursuivre. Alors maintenant, en détail, ces documents, enfin en détail, ça va aller vite quand même. Hein. Le plan de secteur. Alors le plan de secteur, ça ressemble à ça. Et qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un plan qui couvre la totalité du territoire de la Wallonie et qui définit l'affectation du sol de manière précise, en situant des zones qui sont urbanisables et des zones qui ne sont pas urbanisables. Alors, ce plan de secteur, il a valeur réglementaire, c'est la loi, et il est réglementaire à l'échelle 1/10000000. Donc, au-dessus, en dessous de cette échelle, ce n'est pas tout à fait juste, c'est vraiment à l'échelle 1/10000000. Il peut être modifié sous condition, mais une révision de plan de secteur, comme on appelle ça, ça prend en moyenne 2-3 ans. Et tout le monde ne peut pas le faire. Et il y a 2 nouvelles zones qui ont été créées depuis le code été, principalement 2 nouvelles zones. Et si on ne suit pas le plan de secteur, je l'ai dit, on doit demander une dérogation. Alors, le plan de secteur distingue principalement 2 types de zones. D'une part, des zones qui sont destinées à l'urbanisation. Je vous les ai listées ici. Il y a la zone d'habitat qui est en rouge. La zone d'habitat à caractère rural, c'est ce que vous voyez ici en rouge à rayures blanches, zone d'habitat à caractère rural. Si vous voulez identifier la commune, c'est Cours-Saint-Étienne. Hein. Cours-Saint-Étienne est là. Voilà. Alors, vous avez aussi les zones de services publics et d'équipements communautaires qui sont en bleu ciel, les zones de loisirs en orange, les zones d'activité économique en violet, et puis 2 petites nouvelles, la zone d'enjeu régional et la zone d'enjeu communal. Et puis il y a les zones non destinées à l'urbanisation, la zone agricole qui est en jaune, la zone forestière en vert, les espaces verts en vert clair, la zone naturelle, la zone de parc et la zone d'extraction. Et puis, il y a une zone dont je n'ai pas parlé,
qui est la ZAC, la zone d'aménagement communal concerté. Là, vous en avez une belle ici, blanche avec un quadrillage rouge, il est écrit ZACC dessus. Et ça, c'est une zone où on a décidé de ne pas décider. Donc, c'est de la réserve foncière. Et si une commune décide de faire quelque chose avec cette ZAC, eh bien, il y a tout un processus d'études d'incidence sur l'environnement et tout un processus aussi de consultation des citoyens qui doit être mis en place. Zone d'aménagement communal concerté, je crois que je vous ai tout dit là-dessus. Oui, je pense que j'ai tout dit là-dessus. Ah oui, en général, les ZAC aujourd'hui, elles sont soit à usage agricole, ça peut être des pâtures, ça peut être des champs, des prairies, ou bien on peut y trouver des bosquets, des choses comme ça. Elles sont très rarement construites puisqu'on avait décidé de ne pas décider. Alors, on va continuer à avancer. Le plan de secteur, eh bien, ça fait un petit bout de temps qu'on dit qu'il a des défauts. Il a été établi entre 1977 et 87. Celui du Brabant wallon, il a presque 40 ans. Et donc, il ne correspond plus toujours aux enjeux actuels. Effectivement, il y a des zones industrielles qui ont fermé, des zones économiques qui n'existent plus, d'autres qui se sont créées à d'autres endroits. Et parfois, dans les centres anciens, il est extrêmement complexe et il cadenasse un petit peu le développement d'une ville. Je pense par exemple au centre de Nivelles ou au centre de Wavre. Et alors, un autre défaut du plan de secteur, c'est qu'il autorisait l'urbanisation en ruban le long des routes. Donc, c'est ce phénomène de ces petites maisons, villas, qui vont s'aligner le long des routes de liaison entre villages, et ce qui fait que de la Hulpe pratiquement jusqu'à Cours-Saint-Étienne, vous pouvez circuler en croisant toujours des maisons, presque en continu. Alors, pour répondre à ces enjeux-là, le CODT a créé deux zones, la zone d'enjeu régional et la zone d'enjeu communal. Alors, la zone d'enjeu régional, elle est donc de cette couleur mauve avec écrit ZER dessus, et c'est pour accueillir des zones prioritaires d'intérêt général, mais pas du logement. Donc, c'est pour du développement social, économique, environnemental, culturel, sportif, touristique au niveau régional. Par exemple, l'inscription d'un nouveau parc animalier de grande envergure, l'extension d'un zoning industriel, l'extension d'un aéroport. On ne consulte pas la CCAT par rapport à cette zone d'enjeu régionale, ou en tout cas pas directement. Et par contre, une zone que vous allez sans doute rencontrer, c'est la zone d'enjeu communal. Donc là, c'est une espèce de rose pâle avec écrit ZEC dessus. Et là, c'est pour dynamiser, mais essentiellement par le logement, une partie du territoire communal qui a un bon potentiel de centralité, et sur lequel on ne pourrait pas aussi bien développer avec le plan de secteur tel qu'il est. Donc, un potentiel de centralité, c'est quand il y a suffisamment de densité de population, une mixité fonctionnelle et sociale, un intérêt parce qu'on aurait un accès facile à des transports en commun. Voilà ce type d'idée. Par exemple, l'extension d'un centre bien équipé en services, mais qui arriverait à saturation, ou des possibilités en fait, de simplifier les choses. Mais pour la zone d'enjeu communal, il y a aussi une carte d'affectation des sols qui doit être dessinée avec le tracé du périmètre de la zone. Et cette carte d'affectation des sols, elle est la valeur indicative. Il ne faut pas devenir sourd, ça va aller. Alors, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de mouvements dans les questions, donc je vais juste vite aller voir s'il n'y a pas de questions. Ah oui, merci Karima qui a résolu tous les acronymes que j'ai utilisés. Alors, le plan de secteur, je le disais, une valeur réglementaire. Mais il arrive parfois qu'un porteur de projet demande une dérogation. Et donc, une dérogation, c'est la permission de ne pas suivre la règle. Et dans ce cas-là, il y a toujours une enquête publique, toujours, et des conditions à respecter. Alors, les conditions, qu'est-ce que c'est ? Les conditions pour une dérogation. D'abord, la dérogation elle doit être justifiée compte tenu des spécificités du projet dans son contexte. Donc, le projet, il est situé à un endroit précis. Il a des caractéristiques propres liées à son programme, au type de projet auquel vous avez affaire. Et il faut pouvoir, le demandeur doit pouvoir expliquer que la dérogation est vraiment nécessaire pour son projet à cet endroit-là.
c'est sur cette question-là que vous avez le plus de possibilités d'argumenter par votre connaissance du territoire, que ce soit dans un sens ou dans un autre, bien sûr. La dérogation, deuxième condition, ne peut pas compromettre la mise en œuvre cohérente du plan de secteur dans le reste de son champ d'application. Ça, je suppose que le cas va être assez rare. Et enfin, elle doit concerner un projet qui contribue à la protection, gestion ou l'aménagement des paysages bâtis ou non bâtis. Là, de nouveau, à moins de faire vraiment quelque chose d'affreux, d'avoir moyen d'argumenter là-dessus. Donc, gardez surtout en mémoire la première condition. Voilà pour le plan de secteur. On va passer au schéma. Donc, pour rappel, il y en a 4. Alors, un schéma, qu'est-ce que c'est? Un schéma, c'est une étude sur un territoire donné. Donc, c'est pour ça qu'il y a 4 échelles différentes, qui, sur base d'une analyse du contexte, de l'état des lieux tel qu'il est aujourd'hui, va définir une stratégie de développement et un projet de territoire cartographié. C'est pour ça que ça s'appelle schéma, c'est parce qu'il y a des objectifs qui sont rédigés et aussi une cartographie. Donc, les 4 échelles, on en a déjà parlé, l'échelle régionale, pluricommunale, communale ou locale, et ils ont tous une valeur indicative. Le premier, c'est le schéma de développement territorial. Et évidemment, il y a une hiérarchie entre tous ces schémas. Le plus grand géographiquement prime en fait sur les autres. C'est-à-dire que les autres doivent absolument être en accord avec le schéma qui est supérieur. Donc le schéma de développement territorial, eh bien, il a été adopté en mai 2019. Il a été publié au Moniteur en décembre 2019, mais le gouvernement n'a pas encore décidé sa date d'entrée en vigueur. Donc, pour l'instant, ce qui nous sert de schéma de développement du territoire, c'est le document de 1999. Ceux qui sont déjà depuis un petit bout de temps en CCAT savent qu'il s'appelait le SDER, donc schéma de développement de l'espace régional. Maintenant, on l'appelle SDT, schéma de développement du territoire. Alors, c'est un document stratégique d'orientation, je l'ai dit, au sommet de la hiérarchie des schémas. Il contient les objectifs régionaux de développement, qui sont les objectifs du CODT, le premier article que j'ai un petit peu peiné à vous lire tout à l'heure, les principes de mise en œuvre des objectifs et la structure territoriale cartographiée. Et le but de tout ça, c'est lutter contre l'étalement urbain et permettre une utilisation rationnelle du territoire et de ses ressources, veiller au développement socio-économique et à l'attractivité territoriale, avoir une gestion qualitative du cadre de vie et maîtriser la mobilité. Donc les 4 grands objectifs qu'on doit retrouver dans tous nos schémas. Alors ça, c'était pour le schéma de développement du territoire, donc à l'échelle de la Wallonie. Donc le schéma de développement pluricommunal, donc lui, c'est un petit nouveau. C'est pour une association de plusieurs communes. Donc c'est pour ça que je vous ai mis 2 petits bourgmestres là. Donc il est à l'initiative des communes. Et il a pour but de répondre à des besoins sociaux, démographiques, environnementaux, enfin bref, les 6 intérêts dont on a déjà parlé. Et il doit contenir des objectifs pluricommunaux et leurs principes de mise en œuvre, en faisant référence évidemment au SDT. Alors, le schéma de développement pluricommunal, c'est pour un territoire qui se retrouverait à cheval sur 2 communes. Donc, ce n'est pas forcément l'entièreté du territoire d'une commune et l'entièreté de l'autre, ça non, c'est vraiment pour un territoire à cheval sur 2 communes. Et l'idée, c'est que sur ce morceau de territoire-là, 2 communes se mettent d'accord pour déterminer ensemble un schéma de développement. Et sur cette portion de territoire de ces 2 communes, à cet endroit-là, c'est le schéma de développement pluricommunal qui prime. Donc du coup, le schéma de développement communal qui existe peut-être en dessous est en fait gommé, découpé pour laisser place au schéma de développement pluricommunal. Pour l'instant, il n'en existe pas encore. Il en existera peut-être. Ça pourrait se trouver. Je pense par exemple au niveau du territoire à une commune comme Chastres-et-Wallin. On a la gare de Chastres qui est vraiment tout contre le territoire de Wallin et il y a une friche industrielle juste sur le territoire de Wallin. On pourrait imaginer qu'à un endroit comme ça, il serait assez intéressant de se mettre ensemble pour créer quelque chose.
par exemple, ou sur la commune entre Tubize et Rebec, là aussi, ce sont des territoires qui sont jointifs et qui ont sans doute des enjeux communs. Voilà. Mais est-ce que ce sera possible de créer un document de ce type-là? Ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Alors, le schéma de développement communal, donc à chaque fois je descends, hein, je vais de plus en plus petit, lui, c'est sur l'ensemble du territoire communal, sauf sur la petite portion où il y aurait éventuellement un schéma de développement pluricommunal. Il est à l'initiative de la commune, mon petit bourgmestre, il est tout seul, et il a pour but évidemment de répondre aux besoins socio-économiques, démographiques, environnementaux et de mobilité, donc les 6 dont j'ai déjà parlé. Et de nouveau, des objectifs de développement territorial, les principes de mise en œuvre des objectifs, la structure territoriale et évidemment toujours faire référence aux objectifs régionaux ou éventuellement pluricommunaux que l'on respecte dans ces schémas. Voilà, donc ça fait une série de schémas. Ce qui est intéressant pour vous, c'est de savoir s'il y en a un sur votre commune et de connaître ce qu'il y a dedans et surtout d'en connaître les objectifs et peut-être d'avoir une vue de la cartographie qui existe. Le petit dernier, c'est le SOL, schéma d'orientation locale. Alors lui, c'est sur une partie du territoire communal. Il peut être demandé à l'initiative du conseil communal ou à l'initiative de toute personne disposant d'une parcelle de plus de 2 hectares. Donc ça, c'est une petite nouveauté du code été. Ça veut dire, par exemple, un opérateur comme l'agence immobilière Happy Beway, donc de la province du Brabant wallon, eh bien, pourrait éventuellement être à l'origine d'un schéma d'orientation locale. Alors là, c'est une analyse contextuelle qui doit contenir évidemment des objectifs d'aménagement du territoire pour la portion de territoire concernée, la carte d'orientation qui comprend entre autres des affectations des espaces publics et verts, le réseau viaire. Donc on est évidemment, plus on est sur un petit territoire, plus on est précis. Alors restons calmes. Tous ces schémas, je l'ai déjà dit, ont une valeur indicative, des documents d'orientation, des documents stratégiques. Mais parfois, un porteur de projet va demander un écart par rapport à ce document. Dans ce cas-là, il y a toujours une annonce de projet. Donc, une annonce de projet, c'est une sorte de mini-enquête publique. La fiche est verte, plutôt vert amande, et il y a des conditions à respecter. Alors, les conditions, pour se voir octroyer un écart, il faut motiver, donc argumenter, en démontrant que le projet ne compromet pas les objectifs de développement territorial, d'aménagement ou d'urbanisme contenus dans les schémas, et contribue à la protection, gestion ou aménagement des paysages bâtis ou non bâtis. Alors, ça vous montre toute l'importance, évidemment, pour tout ce qui est schéma, des objectifs. L'importance de rédiger clairement les objectifs. La plupart des schémas dans vos communes sont en réalité des documents qui existent déjà. On leur a juste changé le nom, on a changé la valeur maintenant qu'on est passé sous régime code été. Donc parfois, les objectifs ne sont pas encore décrits clairement comme étant des objectifs. Et donc, il faut les lire et comprendre quel est l'esprit de la règle. Mais comme progressivement tous ces documents vont être réécrits, eh bien, il y aura une attention particulière aux objectifs. Alors, les derniers, ce sont les guides d'urbanisme. Alors, les guides d'urbanisme, donc il y a 2 niveaux seulement. Niveau régional, c'est le guide régional d'urbanisme, le GRU, qui regroupe en fait les anciens règlements régionaux. Les anciens règlements régionaux, c'était les fameux RGB, Règlement général des bâtisses, pour ceux qui se souviennent. Alors, quelles sont-elles? Donc, une partie de ces anciens règlements sont à valeur réglementaire, c'est ceux que j'ai mis ici au-dessus. Et une partie sont à valeur indicative. Alors, qu'est-ce qui est resté à valeur réglementaire? Les conditions pour accueillir des constructions dans les zones exposées à un risque d'accident majeur naturel ou à une contrainte géotechnique. C'est mieux que ça reste réglementaire. Tout ce qui concerne la législation pour les accessibilités pour les personnes à mobilité réduite, PMR. C'est logique que ce soit réglementaire. Ce qui concerne la qualité acoustique, notamment dans les zones à proximité des aéroports régionaux,
Et enfin, pour les zones protégées en matière d'urbanisme, c'est principalement, par exemple, dans les centres anciens, là où on a des zones à valeur patrimoniale. Mais c'est seulement en partie ici réglementaire. Qu'est-ce qui est passé à valeur indicative dans les guides régionaux d'urbanisme? Eh bien, c'est l'ancien RGBSR, donc Règlement général des bâtisses en site rural. Donc, en Brabant wallon, on a 4 ou 5 communes qui sont concernées par ça. C'est une série de recommandations pour essayer de conserver le caractère rural, traditionnel de certains villages ou portions de villages. Donc ça, c'est devenu à valeur indicative. Le règlement général des bâtisses en ce qui concerne les enseignes et la publicité, valeur indicative aussi, et l'autre partie de ce qui concerne les zones protégées en matière d'urbanisme. Donc ça, ce sont les guides, c'est le guide régional d'urbanisme. Et au niveau communal, les guides communaux d'urbanisme, ce sont en fait les anciens règlements communaux d'urbanisme. Et maintenant, ils ont une valeur indicative, tout simplement. La participation, je ne parle que de 2 aspects ici, donc enquête publique et annonce de projet. Alors, les enquêtes publiques, ce sont des affiches jaunes, souvent un petit peu plus pâles que celle-ci. Alors, l'enquête publique, elle est utilisée pour l'adoption, la révision ou l'abrogation, par exemple, d'un outil d'aménagement du territoire. Alors, pour ce qui concerne le schéma de développement du territoire, pour le plan de secteur, pour le schéma de développement pluricommunal, schéma de développement communal, schéma d'orientation locale, guide communal d'urbanisme, mais aussi pour les périmètres de remembrement urbain. Donc ça, c'est quand on va travailler sur une zone où on va avoir une modification au niveau du tracé de la voirie, en cas d'expropriation, et pour ce qui concerne les périmètres, la délimitation et l'adoption d'un périmètre de site à réaménager. Ça, il y a toujours une enquête publique. On aura une enquête publique quand il y a demande de permis d'urbanisme, s'il y a une dérogation au plan de secteur ou aux normes du guide régional d'urbanisme, ou alors pour la construction de bâtiments d'assez grande ampleur, c'est-à-dire de bâtiments de plus de 6 niveaux ou de 18 mètres sous corniche, pour des surfaces commerciales nettes qui font plus de 400 mètres carrés, des bureaux avec une superficie de plancher de plus de 650 mètres carrés, des halls de stockage. Mais aussi pour les dépôts de véhicules usagés ou de mitraille, toujours enquête publique. Si jamais les actes et travaux demandés concernent un bâtiment classé, dans ce cas-là, on doit se référer au code du patrimoine qui n'est plus dans le code été. Maintenant, c'est un code qui est séparé, qu'on appelle le COPAT. Donc là, il y a toujours une enquête publique. Et si jamais il y a un permis d'urbanisme ou un permis d'urbanisation dans lequel on a une création de voirie. Alors, les durées sont variables. Donc ici, je les ai mises très, très rapidement. Et vous voyez, la durée d'enquête publique peut être de 45 jours pour des documents de niveau régional, oui, que ce soit schéma de développement du territoire ou plan de secteur, ou de 30 jours pour les schémas qui sont plutôt à échelle locale, 15 jours pour les permis d'urbanisme. Et alors, il y a toujours un affichage sur la parcelle et un courrier dans un rayon de 50 mètres, plus un affichage sur les valves communales et un affichage sur le site internet de la commune. Ça, c'est l'enquête publique. L'annonce de projet. Alors, je ne sais pas de quelle couleur elle apparaît sur votre écran, mais c'est censé être un vert amande, un vert pistache, là, comme ça, un petit peu pâle. Alors, l'annonce de projet, donc c'est une mini-enquête publique. On doit l'organiser, enfin la commune l'organise, quand il y a une demande de permis d'urbanisme dans lequel il y a demande d'un écart par rapport à un schéma, par rapport au guide régional d'urbanisme ou au guide communal d'urbanisme, ou encore à un permis d'urbanisation. Pour faire simple, un permis d'urbanisation, c'est l'équivalent d'un permis de lotir. On ne parle plus de permis de lotir, on parle maintenant de permis d'urbanisation. Il y a aussi une annonce de projet si la construction concerne des bâtiments de plus de 3 niveaux ou de 9 mètres sous corniche, une profondeur de plus de 15 mètres dépassant de 4 mètres les constructions voisines, ou pour une surface commerciale surface commerciale nette inférieure à 400 mètres carrés. C'est 15 jours d'affichage, et l'affichage se fait juste sur la parcelle, c'est tout, plus sur la valve communale et le site internet
Internet de la commune. Donc, c'est plus léger à organiser. Il faut quand même y être attentif. Alors, eh bien, concrètement et plus précisément, quand consulte-t-on la CCATM? Alors, on a repassé en revue en fait tout le code été et on voit que la CCATM est consultée pour tout dossier soumis par le collège ou le conseil communal. Forcément, la commune peut toujours vous demander votre avis. Pour l'adoption d'un nouveau schéma ou d'un guide, donc que ce soit schéma de développement communal, schéma d'orientation locale ou guide d'urbanisme, dans ce cas-là, vous allez être consulté. En cas de révision du plan de secteur, par exemple pour la création d'une zone d'enjeu communal, vous serez consulté. Pour l'élaboration d'un périmètre de site à réaménager, de remembrement urbain ou de rénovation urbaine. Pour suivre et participer à l'élaboration des rapports et des études d'incidence sur l'environnement. Donc justement, avant une modification de plan de secteur, avant la mise en œuvre d'une ZAC, donc dans tous les cas où il y a études d'incidence sur l'environnement. On va encore faire appel à vous pour rendre un avis sur les projets de liste d'arbres et de haies remarquables qui sont établis par le collège, pour envoyer un représentant aux réunions de projet. Alors, les réunions de projet, c'est une formalisation dans le code été de ce qui se faisait déjà avant. C'est en fait relativement simple. Un demandeur a un projet un petit peu important, il se doute que ça va pas forcément de soi. Il peut demander une réunion de projet à laquelle participe le fonctionnaire délégué ou son représentant, la commune, en tout cas les chemins d'urbanisme, un agent du service urbanisme, les différentes instances d'avis, par exemple les pompiers qui vont devoir remettre un avis sur le projet, et un représentant de la CCAT. Et là, le demandeur va exposer son projet, recevoir déjà un petit peu les avis, les indications, voir un petit peu ce à quoi il doit penser intégrer dans son projet. Et à l'issue de cette réunion, il va devoir lui-même faire un compte-rendu et l'envoyer, et les autres participants ont un temps limité pour approuver le compte-rendu envoyé par le demandeur. Cette réunion de projet, elle a quand même de l'importance parce qu'elle engage déjà un peu les différentes parties maintenant qu'elle est formalisée. Donc, il faudra entre vous voir qui se sent à l'aise avec l'idée d'aller aux réunions de projet et prévoir quels membres, à mon avis, il faudrait une petite équipe et pour avoir quand même des suppléants en cas de besoin. Alors, vous pouvez participer aussi au programme communal de développement de la nature s'il y en a un, donc c'est les fameux PCDN. De nouveau, s'il y a élaboration ou révision d'un plan communal de mobilité ou des plans d'alignement, vous êtes consulté aussi. Pour l'élaboration de l'inventaire du patrimoine communal, vous pouvez être consulté aussi. Et pour rendre des avis d'initiative sur les permis environnement. Et aussi pour agir dans le cadre des études d'incidence sur l'environnement. Alors ça concerne plus le code de l'environnement que je ne connais pas du tout. Mais donc, vous avez aussi un rôle à jouer. Et alors, il ne faut pas l'oublier, vous avez toujours un avis d'initiative sur tout sujet estimé pertinent. Donc ça, il faut vous tourner vers votre président, lui faire une suggestion, lui-même peut suggérer de le mettre à l'ordre du jour et vous pouvez avancer comme cela. Alors ça, c'est ce qu'on se dit souvent. C'est bien beau tout ça, mais c'est un avis consultatif, donc le collège, il fait ce qu'il veut. Oui, mais vous avez une importance réelle. D'abord, vous allez éclairer le collège communal sur des aspects qui sont peut-être ignorés du dossier. Il arrive parfois qu'on ne sache pas qu'il y a une servitude de passage à un endroit, ou qu'il y a un ancien puits, ou qu'il y a une contrainte environnementale ou une espèce particulièrement intéressante à cet endroit, et tout le monde n'est pas forcément au courant. Donc, vous pouvez vraiment apporter des arguments sur des choses qui seraient éventuellement ignorées. Alors, autre chose, si le collège communal veut s'écarter de votre avis, il va devoir argumenter, il va devoir répondre aux remarques de la CCATM, il ne peut pas juste s'asseoir dessus. Et si jamais le collège communal décide de ne pas suivre l'avis de sa CCAT, eh bien la fonctionnaire déléguée peut introduire un recours en se basant sur l'avis de la CCATM. Mais si jamais, c'est pour ça que j'ai mis et inversement, si jamais la CCATM et le collège communal sont d'accord ensemble
et que la fonctionnaire déléguée donne un avis complètement différent, là, la commune peut s'appuyer sur l'avis de sa CCATM pour pouvoir introduire un recours. Donc, vous avez vraiment un rôle d'équilibre entre les niveaux de pouvoir qui est légitimé par votre connaissance du territoire. Alors ça, c'est pas pour vous faire peur, c'est plutôt pour lire tranquillement chez soi et vous y retrouver de A à Z tous les acronymes du code été. Donc il y en a tout plein. Petit à petit, vous allez bien connaître tout ça. Quelles sont les ressources maintenant pour vous aider par rapport à tout ça? Alors, les ressources, il y en a plein. Le site Wallonie Territoire SPW, ça, c'est vraiment une mine de données. Et notamment, si vous allez sur le site, vous allez voir dans Information générale, donc c'est ici, évidemment ça ne va pas s'afficher parce que c'est une capture d'écran. Si vous allez dans Information générale, vous allez voir mots-clés. Et donc là, si vous voulez tout savoir sur le schéma de développement communal, tout ça, tout est là-dedans. Et moi, je vous fournis dans le cadre de cette formation ce qu'on a appelé avec ma collègue une boîte à outils. Donc c'est un ensemble de documents utiles et j'ai soigneusement en fait téléchargé les documents, les fiches de documents qui sont issus de ce site. Il n'y a pas plus complet, donc ça, c'est déjà disponible sur notre site internet à nous aussi. Alors, autre lieu intéressant, c'est le géoportail de la Wallonie, donc WallonMap, géoportail.wallonie.be. Si on a le temps tout à l'heure et si vous le souhaitez, je pourrais éventuellement me connecter et vous montrer. C'est un site qui vous permet d'afficher vraiment plein d'informations sur un territoire, d'afficher le plan de secteur, de voir les éventuels risques d'inondation. Enfin, il y a plein d'informations qui s'y trouvent. Vous avez aussi beaucoup d'informations qui sont proposées par la SBL Interenvironnement Wallonie, avec une newsletter qui s'appelle Échelle humaine et qui est vraiment destinée au CCATM et qui propose aussi des analyses du territoire et des visites aussi, des décodages de terrain. Donc vraiment une belle ressource. Et alors, vous avez aussi plutôt pour les communes rurales, l'équipe Assistance Territoire et Patrimoine de la Fondation rurale de Wallonie, donc l'ATEPA, qui propose notamment des grilles de lecture de l'espace public, des grilles de lecture du patrimoine rural, donc vraiment des conseils pour comprendre mieux le territoire. Et alors, il y a notre site à nous, dont je vous en ai déjà parlé un petit peu, et je vous montrerai où trouver les documents par rapport à cette formation. Alors, il y a des ressources spécifiques à notre territoire, notamment le contrat de développement territorial de la province du Brabant wallon. Alors là aussi, je vous ai mis une capture d'écran. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est un diagnostic qui a été réalisé, je crois qu'il est en ligne depuis 2018-2019. Donc, c'est un diagnostic de notre province sur les principaux enjeux, donc la structuration du territoire, la santé, le logement, l'agriculture, et c'est plein de données, d'informations intéressantes, l'état de la nature, tout ça se trouve accessible. Ça peut vraiment être une aide documentaire, une aide à la réflexion. Ça, c'est une petite brochure qui est très chouette pour comprendre les questions d'insertion dans le paysage, et donc dans le paysage bâti et non bâti. C'est proposé par le GAL Culturalité en SB Brabançonne, donc qui concerne 6 communes de l'Est du Brabant wallon, mais qui est applicable aussi chez nous. Et alors, je voudrais terminer par un petit aperçu sur une grille de lecture des projets. Alors, cette grille de lecture des projets, elle vient du GAL Tige et Chavet, et elle a été retravaillée par notre collègue, enfin plutôt confrère, Alice Ranquet du GAL Culturalité, pour vous servir d'outil. Donc, comment? Eh bien, tout simplement, la question, c'est de sortir du j'aime ou j'aime pas quand il y a un projet. Donc, quand vous savez que tel ou tel projet doit passer en séance de CCAT, l'idéal, c'est évidemment de vous rendre à la commune, de lire le dossier et de prendre des notes pour documenter votre avis, pour vous forger votre avis. On ne sait parfois pas à quoi être attentif. Et donc, ici, c'est l'idée d'une grille pour bien attirer votre attention sur certains points. Alors, les questions, c'est de se demander, tiens, c'est quoi? Donc, de quoi va-t-on parler? Je vais faire un zoom tout de suite. Donc, c'est quoi? C'est où?
Donc, quels sont les dispositifs, l'accès à la mobilité, les infrastructures tout autour du projet? C'est comment et quels sont les impacts éventuels du projet? Donc, si on zoome un petit peu, quoi? Donc, qu'est-ce qu'on a prévu? Alors, le programme, est-ce que ce sont des logements? Est-ce que ce sont des logements individuels, des logements collectifs? Est-ce que le projet sera de taille suffisante? Quoi? Est-ce qu'il y a de la mixité dans le projet ou pas? Est-ce que c'est un projet qui va amener davantage de fonctions différentes ou bien qui va faire d'un village un village dortoir? Donc, ce sont ces questions-là. Quelle est la densité par rapport à ce que vous connaissez évidemment du contexte? Le où, est-ce qu'on est proche de solutions en matière de mobilité ou pas? Heu, où se trouve l'école? Où se trouvent, les services principaux autour, du village? Où se trouve la maison médicale par rapport au projet? Heu, alors qu'est-ce qu'il en est par rapport aux outils d'aide à la décision? Donc par exemple, bah, qu'est-ce qu'on dit dans le schéma de développement communal par rapport à ce lieu-là exactement? Donc et comment ce projet va dans le sens de ce qu'on avait décidé dans le schéma de développement communal ou pas? Donc vous voyez, c'est plein, plein de questions. Il faut évidemment pas répondre à toutes les questions pour chaque projet, mais d'avoir ce stock de questions avec vous, ça peut vous aider à être attentif, à l'une ou l'autre, aspect. Donc ça se veut le plus exhaustif possible évidemment. Donc le comment, c'est vraiment quel type de matériaux, est-ce qu'on a un raccordement à l'égout? Est-ce qu'on a de l'épuration individuelle? Comment seront les espaces publics? Et enfin, l'impact, effectivement, bah, on retrouve les égouts évidemment. Dans l'impact, est-ce que le projet va avoir un impact social positif ou pas par rapport à l'existant? Et alors, si je reviens en arrière, vous voyez, la grille, on a l'idée d'avoir, pardon, une récolte d'informations ici en colonne centrale. Et puis, bah, si vous êtes content, bah, vous cochez que vous êtes content, pas à moitié, et puis quelles seraient vos suggestions? Si chacun fait ça peu ou prou et vient en séance CCAT avec déjà ses notes, on peut avancer plus vite. C'est un petit truc. Vous pouvez après créer votre propre grille, évidemment. Voilà. Alors moi je dois avancer. Pourquoi je n'avance pas? Alors, évidemment, avec la situation actuelle, je ne sais pas ce qu'on pourra vous proposer comme formation. En tout cas, on a bien l'intention de prévoir bientôt une petite formation en ligne comme celle-ci sur Wallon Map, donc pour apprendre à se servir de cet outil. Et puis peut-être que vous avez, vous, des idées de formation que vous aimeriez bien recevoir. Et dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter à nous envoyer un email avec des propositions et on essaiera le plus possible de répondre à ces besoins. Sous quelle forme ça, ce sera à voir en fonction de l'actualité.